Claire ricanait encore sottement lorsque sa main glissa sur la cuisse de Greg sous la table. Le tintement de son alliance contre le verre de whisky de celui-ci fut la seule chose plus forte que son rire. Martin l'a vu. Il a tout vu dans sa propre salle à manger. La maison qu'il a construite brique par brique pendant que Claire prenait du temps pour se trouver. « Je jure que si vous flirtez plus fort, les rideaux vont prendre feu », dit Martin, essayant de donner à sa voix un ton humoristique. Mais elle sortit, sèche, fatiguée. Claire ne manqua pas une miette. Elle se tourna vers lui avec ce sourire suffisant qu'elle utilisait quand elle se croyait plus intelligente que tout le monde dans la pièce. « La porte est juste là, Martin. Tu n'es pas obligé de rester. » Greg rit comme si c'était une blague entre eux, comme s'ils étaient rousses de mèche. Martin se leva calmement, sans élever la voix, sans frapper du poing, juste le mouvement lent et délibéré d'un homme qui en avait assez vu. Il prit son manteau sur la chaise derrière lui, le boutonna avec des doigts précis et regarda les deux personnes qui signifiaient autrefois tout pour lui. « Merci d'avoir clarifié les choses, » dit-il sa voix douce comme de l'acier poli. Claire leva les yeux au ciel. « Ne sois pas dramatique. » Mais Martin n'était pas dramatique, il était définitif. Il sortit dans le froid sans se retourner. Ne dit pas au revoir. Ne demanda pas d'explication. Il ne claqua même pas la porte. Juste ce clic doux et contrôlé qui sonna plus comme un point final qu'une simple pause. Sur le porche, le vent de novembre le frappa comme une gifle. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas de chaos, juste une clarté tranquille qui bourdonnait sous la trahison. Ce n'était pas un cœur brisé, c'était la guerre. Et Martin l'avait planifié sans même s'en rendre compte. C'est drôle comme la trahison n'arrive pas toujours comme un coup de tonnerre. Parfois, elle se présente avec du rouge à lèvres sur la manche de la chemise d'un autre et un rire qui ne vous inclut plus. Et voilà le truc. Ils pensaient que ce moment leur appartenait, que le départ de Martin était le point culminant, le moment où il a abandonné. Mais ce moment, c'était le prologue. La plupart des gens arrêtent de regarder quand le mari s'en va. Ils devraient vraiment rester pour voir ce qui se passe après. Et parlant de rester, 97% des personnes qui écoutent en ce moment ne sont pas abonnées. Cela prend une demi-seconde à faire, mais cela motive 100 fois plus l'équipe derrière ces histoires. Et croyez-moi, celle-ci ne fait que commencer. Alors que Martin se glissait dans sa camionnette, il n'a pas tout de suite démarré le moteur. Il est resté assis en silence, écoutant le vent siffler à travers les chênes au bord du jardin. Ce jardin qu'il tondait chaque dimanche. Même quand son dos lui criait de douleur, il a regardé son téléphone. Un message de son assistante. Elle a confirmé. 9h30. Table du coin. Parfait. Il a mis la camionnette en marche et a conduit non pas vers la maison, mais vers l'est. Il a dépassé l'épicerie où Claire l'envoyait à minuit pour du lait d'avoine bio. Il a dépassé le fleuriste où il avait dépensé beaucoup trop d'argent pour essayer de maintenir en vie un mariage mourant avec des tulipes et des excuses de dernière minute. Il a conduit 2 villes plus loin, jusqu'à un petit bar à vin niché entre un cabinet d'avocat et un studio de yoga. Il est entré, s'est assis et a attendu. À 9h29, exactement, une femme en blazer noir est entrée. Elle n'était pas tape à l'œil, pas de sac à main de créateur, pas de parfum fort, juste de l'assurance, comme une femme qui savait des choses importantes. Elle s'est assise en face de lui et lui a tendu la main. « Monsieur Randall, j'avais hâte de vous rencontrer. » Il la lui serra. De même. Elle a sorti un dossier en cuir de son sac et l'a fait glisser sur la table. Martin l'a ouvert des onglets, soigneusement étiquetés, lui faisait face. Actifs communs. Gregory Shelton, Claire Randall, chronologie des activités. Il n'a pas cilié, n'a pas souri, a juste hoché la tête. Puis il a mis la main dans la poche de son manteau, a sorti une photo imprimée et l'a posée face contre table. Celui-ci est pour le dessert. Elle y a jeté un coup d'œil, mais ne l'a pas retourné. Je la publie ce soir. Martin a finalement souri. Un sourire lent, petit à peine visible, mais dangereux dans son immobilité. Oui, a-t-il dit. Commençons. Martin n'était pas le genre d'homme à faire des scènes. C'est sur quoi ils avaient toujours compté. Surtout Claire. Elle avait un jour dit à un ami par haut-parleur, et assez fort, pour qu'il l'entende, que Martin était trop passif pour jamais partir et encore moins pour riposter. Cette phrase était restée non pas comme une blessure, mais plutôt comme une clé. Alors quand il est entré dans le parking latéral du Vasper Wine Room, à 2 villes à l'est de la trahison, qui résonnait encore dans sa salle à manger, ce n'était pas pour noyer son chagrin ou se confier à un ami. C'était un rendez-vous du genre qui n'avait pas besoin de bavardage. Elle était déjà là. Blazer noir, chignon bas, rouge à lèvres foncé, une présence plus qu'une personne. Rebecca Wyatt, recommandée des mois auparavant par un collègue qui avait un jour murmuré
Si j'avais un jour besoin de démanteler quelqu'un légalement et de dormir comme un bébé, je l'engagerais. Elle s'est levée à son entrée, lui a tendu la main. Monsieur Randall. Martin, a-t-il corrigé doucement en la lui serrant. Ils se sont assis dans une banquette d'angle. Pas de menu, pas besoin. Elle avait déjà commandé le vin, un Châteauneuf du Pape et quelques petites choses à grignoter. Il ne s'agissait pas de dîner. Elle a fait glisser un portefeuille en cuir sur la table. J'ai demandé à ma parajuriste de compiler ce que nous avons pu trouver dans les registres publics, les actifs communs et quelques incohérences intéressantes impliquant M. Shelton. Martin l'a ouvert. Il n'a pas scié. Les onglets s'étaient emprécis. Les actifs communs comprenaient 3 propriétés, dont une que Claire pensait qu'il avait oubliée, qu'ils possédèrent toujours en commun. Gregory Shelton y détaillait une chronologie de ses paiements de consultants, dont l'un provenait directement du compte professionnel de Martin Masquet, sous des primes de fournisseurs. La chronologie était le poignard le plus élégant. Elle croisait les dépenses de la carte de crédit de Claire avec les registres d'hôtel, les pings GPS de la voiture de Greg et les reçus de transactions pour des visites au spa, des dîners et un seul bracelet de tennis. Claire affirmait que Martin ne lui avait jamais rien acheté d'aussi beau. Martin a passé son pouce le long du bord du dossier. C'est minutieux. Rebecca a hoché la tête. Ce n'est pas personnel, Martin, c'est chirurgical. Si vous voulez un soutien émotionnel, appelez un thérapeute. Si vous voulez des résultats, nous sommes déjà à mi-chemin. Il a apprécié la franchise. Alors qu'un serveur déposait une tranche de gâteau au chocolat sans farine entre eux, Rebecca a versé un dernier demi-verre de vin. Elle a levé les yeux. Alors on publie toujours cette photo. Martin a mis la main dans la poche de son manteau et a sorti une petite photo 5x7. Elle n'était pas numérique. Il l'avait imprimée exprès. On le voyait à une table. Même vin, même décor, levant un verre souriant légèrement. Et à côté de lui, Rebecca posée indéchiffrable. Sans étiquette, sans légende, juste l'ambiance. Il a retourné la photo pour qu'elle la voie. Ils reconnaîtront l'endroit. Vous êtes l'avocate de Greg. Claire vous a vu une fois. Elle ne se souviendra pas où, mais ça la démangera terriblement. Rebecca l'a étudié et quand Greg la verra, Martin s'est adossé une légère trace de satisfaction dans les yeux. Alors le plaisir commencera. Elle a souri. Attention, Martin, cela ressemble à de la vengeance. Il a secoué la tête. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la documentation. Ils ont incendié la maison, je ne fais qu'enregistrer la fumée. Rebecca a levé son verre. Aux signaux de fumée. Ils ont trinqué. Martin a quitté le bar à 22h42, exactement 3 minutes après avoir publié la photo. Le temps d'arriver à la station-service à 8 km de chez lui, son téléphone s'est allumé. Claire, un appel manqué. Greg, où es-tu? Appelle-moi. Urgent. Claire, qui est-elle? Greg, tu as posté ça exprès. Claire 11. Autres appels manqués. Martin a coupé la sonnerie. Il n'y aurait pas d'explication. Pas de confrontation. Pas encore. Ce n'était pas l'effondrement. C'était le premier fil tiré. La photo n'était pas mise en scène. C'est ce qui la rendait parfaite. Martin avait attendu que la lumière soit juste assez basse pour adoucir les contours, mais assez vive pour capter le reflet du verre de Rebecca à mi-toast. Pas de filtre, pas de légende spirituelle, juste 2 adultes, bien habillés, l'air calme et content. Il n'a tagué personne. Il n'a même pas aimé sa propre publication. Il l'a simplement téléchargée sur Facebook, a fermé l'application et s'est endormi avec la paix que seul un homme avec un plan pouvait ressentir. Au lever du soleil, l'algorithme avait déjà fait son travail. Sa sœur a commenté la première « Tu es élégant, Marty. Qu'est-ce cette beauté ?» Puis un collègue de la comptabilité. « Attends, c'est le Vasper, la classe. » À 9h01, il y avait 43 « J'aime », 19 commentaires. Claire l'avait vu. Son premier SMS est arrivé à 9h06. Claire, qui est-elle? Puis à 9h07, Claire, Martin, sérieusement, qu'est-ce que c'est? À 9h20, elle appelait. Puis encore et encore. Elle n'avait jamais eu à le poursuivre auparavant. C'était là l'essentiel. Mais le moment où la spirale a commencé n'a pas été le premier appel manqué de Claire. Ce fut le SMS de Greg à 10h32. Greg, où l'as-tu rencontré? Martin a fixé ce message une seconde de plus. Il avait un ton différent, moins de confusion, plus de calcul. Il n'a pas répondu. À 10h40, Greg a appelé. Martin a refusé l'appel. À 10h44, Greg a envoyé un autre message. Greg, cette femme sur la photo, je l'ai déjà vue. Est-ce Rebecca Wyatt? Voilà qui était intéressant. Les messages de Claire continuèrent d'arriver, s'accumulant comme du spam dans une boîte de réception surchargée. Essaies-tu de m'humilier? Alors tu es juste passé à autre chose comme ça. Tu ne vas même pas me parler.
Est-ce de la vengeance? Martin répond moi. À midi 84 appels, manqués, au total. Claire était passée de la confusion à la panique, puis à la fureur, en l'espace de 4 heures. Mais Martin n'avait pas publié la photo pour attirer l'attention. Il l'avait publiée pour ébranler le sol sous leurs pieds. Et ça a marché, car pendant que Claire s'effondrait émotionnellement, Greg s'effondrait stratégiquement. Il savait qui était Rebecca. Il l'avait engagée pour l'amour de Dieu. Elle s'était occupée de la restructuration de son entreprise de logistique il y a 2 ans. Ne disait pas grand-chose, exécutait simplement avec une précision mortelle. Et maintenant, elle trinquait avec le seul homme que Greg pensait avoir définitivement déjoué. Il a de nouveau appelé à 12h17. Martin a ignoré. Puis, un message vocal est arrivé. La voix de Greg plus basse que d'habitude, tendue. « Écoute mec, si c'est bien elle nous devons parler. Genre, immédiatement. » Martin l'a écouté 2 fois, a souri l'a supprimé. Il est sorti de sa camionnette, a glissé son téléphone dans la poche de sa veste et est entré dans une quincaillerie pour faire une copie d'une clé de rechange. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait un reçu horodaté. Ce n'était pas mesquin, c'était de la documentation. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Claire arpentait le salon pieds nus, toujours dans le peignoir qu'elle portait la nuit précédente quand elle lui avait ri au nez. Son mascara était maintenant étalé sa voix rauque à force de crier sur un téléphone qui ne répondait pas. Greg était également devenu silencieux après ce dernier SMS. Il n'avait pas retourné son appel depuis plus d'1 heure. Pour la première fois, la pensée s'est glissée. Et si nous n'étions pas aussi en contrôle que nous le pensions? L'ambiance entre eux avait changé. Pas avec un cri, pas avec une accusation, mais avec une photo élégante, un dîner, une femme, un sourire trop calme pour être désinvolte. Et pour la première fois, Claire a réalisé que Martin ne reviendrait pas. Non pas parce qu'il était brisé, mais parce qu'il était prêt. Greg arpentait son bureau, la cravate desserrée, le téléphone collé à l'oreille, comme une bouée de sauvetage. Les murs autour de lui, tapissés de certificats de photos de golf encadrés et de plaques de conseils d'administration locaux, semblaient en soudain se refermer sur lui. Pas de réponse. Il recomposa. Directement sur la messagerie vocale. « Bonjour, vous avez bien atteint Rebecca Wyatt. Je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message et je vous rappellerai dès que... » Il a raccroché avant le bip. Merde, c'était elle. Cette silhouette élégante, le sourire glacial, le sang-froid. Il l'avait su dès qu'il avait vu la coupe de vin dans sa main. Il se souvenait de cette main, la même qui avait un jour pointé une clause dans un contrat qu'il avait tenté de faire passer en douce sans une divulgation complète. Elle l'avait laissé passer. Alors cette fois, avait-elle prévenu, ne me faites pas le regretter. Il l'a fait regretter. Maintenant, elle dînait avec Martin, trinquait avec lui et souriait. Cela signifiait quelque chose. Cela signifiait une intention. Il ne l'avait même pas encore dit à Claire. Une partie de lui ne voulait pas. L'autre partie essayait juste de respirer. Mais Claire n'était pas idiote. Elle a fait irruption juste après midi, les cheveux relevés, en un chignon désordonné, toujours en jogging, et dans l'un des vieux sweats à capuche de Martin. Son téléphone serré dans une poignée à s'en blanchir les jointures. « Greg, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Il n'a pas répondu. Au début, a juste continué à regarder son téléphone, comme s'il pouvait changer d'avis et sonner. Claire le lui a arraché des mains et l'a claqué sur le bureau. « Ne m'ignore pas. Qui est-elle » Greg a expiré comme s'il avait retenu sa respiration pendant des heures. Puis, enfin, Rebecca Wyatt. Claire a cligné des yeux. « L'avocate. » Il a hoché la tête. « Mon avocate. » Il a hésité. « Mon avocate. » Claire a plissé les yeux. Que diable fait-elle avec Martin? Greg l'a regardé droit dans les yeux. Elle sait tout. C'était la première fois que Claire avait l'air effrayée parce que Rebecca n'était pas une petite amie. C'était un problème. Un problème qui avait accès au compte de consultation secret de Greg. La société écran qu'il utilisait pour des retraites privées. Les signatures électroniques falsifiées qu'il jurait autoriser. Les virements en espèces qu'il pensait enfouis sous des étiquettes génériques comme matériel de bureau. Et pire encore, elle avait l'autorité légale d'utiliser chaque détail comme une arme. Claire a reculé comme si on l'avait giflé. « Tu as dit que tout était en règle ?» « Je ne pensais pas qu'il... » Greg s'est interrompu. « Je ne pensais pas que Martin ferait quoi que ce soit. » La voix de Claire s'est transformée en un grognement. « Il est parti sans un mot et tu pensais encore qu'il était faible. » Greg s'est frotté les tempes. « Nous l'avons sous-estimé. »« Non, » a dit Claire. « Tu l'as fait. » Ils sont restés assis en silence pendant 1 minute entière. Greg regardait son téléphone.
Claire la fenêtre. Puis elle a demandé sans se retourner. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Greg n'a pas répondu. Non pas parce qu'il ne le savait pas, mais parce que le dire à voix haute le rendrait réel. Au lieu de cela, il a dit quelque chose d'encore pire. Elle est silencieuse. C'est ça le problème. Quand Rebecca se tait, elle travaille. Claire s'est retournée pour lui faire face. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'avait pas de plan. Juste un nœud à l'estomac et la prise de conscience sourde que le jeu qu'il pensait gagner était déjà terminé et qu'il n'était même plus sur l'échiquier. De l'autre côté de la ville, dans un bureau tranquille avec des portes en verre dépoli et une réception en marbre, Rebecca Wyatt a ouvert un dossier intitulé « JS Holdings Privé ». Elle a tapé 2 fois sur son écran, a ouvert un email, a rédigé l'objet « Notification de conflit d'intérêts ». En dessous une phrase. « Cher Monsieur Shelton, en raison de développements récents, ce cabinet doit se récuser de toute représentation ultérieure avec effet immédiat. » Elle l'a envoyé. De retour dans son bureau, le téléphone de Greg a vibré une fois et dans cette fraction de seconde avec Claire, qui le regardait, ses épaules se sont affaissées. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé. Il lui a montré l'écran. Son estomac s'est noué. Greg n'a pas eu besoin de le dire. Rebecca n'était pas seulement en train de dîner. Elle avait fini d'observer. L'enveloppe est arrivée 2 jours plus tard. Non pas avec un grand bruit, mais avec le léger bruit du courrier recommandé sur un comptoir de cuisine en marbre. Claire n'était plus la seule propriétaire. Elle l'a ouverte en sirotant son café, pensant qu'il s'agissait d'une banale histoire de copropriété ou d'un autre chantage affectif de son ancien studio de pilates. Au lieu de cela, c'était un avis juridique de Wyatt & Bell, LLP. Ses yeux ont parcouru les premières lignes. À Madame Claire Randall, concernant votre désignation en tant que garante pour le prêt commercial dossier Nero GSH L147 S4 JS Holdings Principal Gregory Shelton. Elle a cligné des yeux, l'a relu encore et encore. Garante. Quelle garante? Elle a tourné la page. Sa propre signature la regardait. Datée d'il y a 6 mois, soulignée surlignée avec un tampon de soumission à une coopérative de crédit régionale où elle n'avait jamais mis les pieds. Elle a laissé tomber la lettre. « Greg !» a-t-elle hurlé, se précipitant dans le couloir. Greg était dans son bureau à domicile, à moitié enfoui sous des impressions et des dossiers de clients, la sueur trempant le col de sa chemise. Elle n'a pas frappé, a simplement jeté les papiers à sa figure. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas eu besoin de regarder. Il le savait déjà. La voix de Claire était maintenant une lame. « Tu m'as fait signer comme garante d'un prêt sans me le dire. » Greg s'est passé une main dans ses cheveux clairsemés. « Tu n'étais pas censé le savoir ?» Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. C'était tout ce qu'il avait à dire. « C'est ça ton explication ?» a-t-elle sifflé. « Que je n'étais pas censé le savoir. » Il s'est assis lentement comme un homme se préparant à un accident qu'il ne pouvait plus éviter. « J'avais besoin d'une garantie. Ton nom a encore de la valeur grâce au fonds de ton père. Tu ne l'as jamais touché. J'ai pensé que ça n'aurait pas d'importance. » Claire a reculé d'un pas comme s'il lui avait craché de l'acide. « Tu as utilisé le nom de ma famille pour un prêt sans mon consentement. C'est de la fraude. »« C'est compliqué, » a marmonné Greg. « Non, ça ne l'est pas, » a-t-elle sèchement répliqué. « C'est criminel. » Elle a repris les pages feuilletant le jargon juridique et puis elle l'a vu. La signature de Rebecca nette précise juste en bas comme témoin de la notarisation. « Oh mon Dieu !» a murmuré Claire. « Ce n'est pas seulement son rendez-vous. » Les épaules de Greg se sont affaissées. Elle a déposé la requête hier. Ce matin, mon cabinet a reçu un avis d'examen interne. Le conseil de déontologie veut savoir pourquoi je n'ai pas divulgué les conflits d'intérêts antérieurs. Claire le dévisagea. Quel conflit? Il hésita. Quand j'ai commencé à te voir, j'étais déjà sous examen pour une affaire passée. Rebecca l'a discrètement enterrée, mais maintenant qu'elle est avec lui, tout remonte. Sa voix est tombée à un murmure. Alors Martin le savait depuis le début. Greg la regarda dans les yeux pour la première fois depuis ce qui semblait des années. Je ne pensais pas qu'il se défendrait. Cette phrase a atterri avec un poids qu'aucun d'eux ne pouvait supporter. Claire s'est assise lourdement. Quel est le montant du prêt? Il a détourné le regard. Combien? 750 000 $. Sa main a frappé la table. Et s'il prouve que je n'ai pas consenti, ça me retombe dessus et je n'ai plus ce genre de liquidité. Claire a ri une fois, court sec et amer. On se moquait de lui dans sa maison pendant que tu nous coulais déjà tous les deux. Greg a tenté de se défendre, mais ça sonnait creux. On avait besoin de trésorerie. Non, a sèchement répliqué Claire, les yeux grands ouverts maintenant. Tu avais besoin de l'argent. J'étais juste ta signature. Elle s'est écartée de la table en tremblant, puis une autre pensée l'a frappée, tranchant net sa panique.
Attends, et ce contrat solaire dont tu te vantes? Greg a dégluti. Rebecca a déposé une motion de conflit d'intérêts ce matin. Elle dit que j'avais des liens financiers antérieurs avec le représentant du conseil. Ils examinent l'offre. Claire le regarda bouche bée. Tu m'as dit que ce travail couvrirait tout. Il l'aurait fait. Silence. Puis Claire, sa voix impassible. Il ne joue pas, Martin ne réagit pas seulement, il planifie. Greg s'est levé les yeux cerclés de rouge. Nous devons prendre les devants. Claire n'a pas bougé. Elle regardait par la fenêtre de la cuisine maintenant, où le vent avait commencé à arracher les feuilles de l'arbre que Martin avait planté l'année de leur mariage. Elle ne pensait pas à Greg. Elle pensait à la façon dont l'homme qu'elle avait moqué, rejeté, venait de prendre tout ce qu'ils avaient construit sur l'arrogance et y avait mis une allumette juridique silencieuse. Et le feu se propageait déjà. Claire n'avait pas conduit jusqu'au bureau de Martin depuis plus d'1 an. Elle avait l'habitude d'y déposer des déjeuners à l'époque où elle jouait encore le rôle de l'épouse compréhensive entre le Pilate et les dégustations de vin. Maintenant, elle serrait le volant si fort que ses articulations blanchissaient, répétant ce qu'elle dirait en le voyant. Quelque chose d'intelligent, de mordant, quelque chose qui lui redonnerait le contrôle. Mais au moment où elle a franchi les portes vitrées de Randall Logistics, son assurance s'est effondrée. Son bureau était vide, pas seulement débarrassé disparu. La plaque nominative enlevait les tiroirs, vidait la photo de famille qui se trouvait autrefois à côté de son moniteur nulle part. Elle a cligné des yeux, s'est approchée de la réception. « Je suis ici pour voir Martin Randall. » La réceptionniste a levé les yeux polie mais méfiante. « Je suis désolée, il ne travaille plus dans l'entreprise. » L'estomac de Claire s'est noué. « Depuis quand? » ?»« Depuis 2 jours, il a démissionné, avec effet immédiat. » « Non, il ne partirait pas comme ça. C'est lui qui a bâti cet endroit. » « Je comprends, mais il n'a pas laissé d'adresse de réexpédition. On nous a demandé de renvoyer toutes les demandes à son représentant légal. » Le souffle de Claire s'est coupé. « Qui ?» La réceptionniste a tapé quelques touches, puis a fait glisser une carte de visite. Rebecca Wyatt-esque. Claire a failli rire, mais rien n'est sorti. Juste un soupir amer et un cri silencieux piégé derrière des dents serrées. Elle a tourné les talons et est sortie en trombe vers la voiture, claquant la portière si fort que la vitre a tremblé. 20 minutes plus tard, elle est entrée dans sa banque. Ses talons claquèrent sur le sol en marbre comme des coups de feu. Elle s'est dirigée vers le comptoir. « Je dois voir le gestionnaire de compte de Martin et Claire Randall. Épargne conjointe, chèque d'entreprise, fiducie immobilière, tout. » Le banquier a sorti le profil. Son sourire s'est figé. « Madame, je ne vois que des comptes individuels maintenant. Monsieur Randall s'est retiré de tous les actifs communs il y a environ 5 mois. Des notifications ont été envoyées par courrier conformément au protocole standard. » Claire s'est penchée. « Il n'y a pas eu de notification. » Il a hésité. « Il est possible qu'elles aient été redirigées. Selon notre dossier, il a mis à jour son adresse et son numéro de téléphone. » Elle a agrippé le comptoir. « Je suis sur les comptes, n'est-ce pas ?» Il lui a jeté un regard pincé. « Seulement un, la carte de récompense de voyage dormante. » Elle le regarda fixement. « C'est tout. »« Oui, madame. » Elle est partie dans un état second, les yeux brûlants, mais refusant de pleurer. Elle n'avait pas pleuré depuis l'université. À la station-service près de la I-93, elle a inséré sa carte de crédit dans la pompe avec des mains tremblantes. L'écran a bipé. Refusé. A réessayé, refusé. Elle essaie de monter dans la voiture et a sorti la carte de Greg. Même résultat. Transaction échouée. Le voyant de carburant sur le tableau de bord clignotait comme s'il se moquait. Elle a crié fort et rauque les poings, martelant le volant. Espèce de petit salaud prétentieux. Pendant ce temps de l'autre côté de la ville, Greg ne s'en sortait pas mieux. Il était dans son bureau en train d'essayer de sauver un rapport budgétaire lorsque son assistante a fait irruption. « Il y a une Rebecca Wyatt ici pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous. » Le sang de Greg s'est glacé. « Faites-la entrer. » Rebecca est entrée sans hésitation, vêtue de noir, comme d'habitude, les cheveux impeccables, l'expression indéchiffrable. Elle s'est assise en face de lui. N'a pas demandé, s'est simplement assise. « Martin m'a demandé de ne pas brûler la maison, » a-t-elle dit calmement. « Mais je crois en la transparence. » Greg s'est adossé, essayant de jouer la carte de la décontraction. « Que voulez-vous? Rien. C'est une courtoisie professionnelle. » Elle a posé un dossier sur son bureau. Mince, mais mortel. À l'intérieur, une impression du prêt commercial que Claire venait de découvrir, une plainte pour manquement à l'éthique déposée auprès du barreau de l'État. Une lettre de Martin manuscrite une seule phrase. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un point, final. Greg n'a pas parlé. Rebecca s'est levée, lissant sa veste. « Si j'étais vous, je me préparerais pour la saison des audits. »
Il a levé les yeux sombres. Vous appréciez ça? Non, mais je suis satisfaite. Elle est sortie sans un mot de plus. Greg est resté assis en silence, le cœur battant la chamade. Dehors, la voiture de Claire tournait au ralenti à court de carburant, ses poings serrés sur le volant, criant dans le vide. Ils s'étaient moqués de l'homme silencieux. Ils avaient sous-estimé celui qui est parti sans crier. Maintenant, ils voyaient tout l'argent, l'influence, la réputation s'échapper par des fissures dont ils ignoraient même l'existence. Et le fantôme dont ils avaient essayé de se moquer dans sa propre maison. Il ne les hantait pas, il les effaçait. Claire était assise à l'étage pliant du linge qu'elle n'avait pas porté depuis des mois. Les vieux t-shirts de Martin, un polo de golf qu'il l'avait un jour supplié d'arrêter de faire rétrécir au sèche-linge quand la sonnette a retenti. Elle est descendue en chaussettes, agacée, elle n'avait rien commandé. Le coursier lui a tendu une enveloppe noire, élégante, avec une finition mate et un sceau doré. Pas d'adresse de retour, juste son nom, imprimé en lettres fines et parfaites. Claire Rendall. Signature s'il vous plaît, a dit le coursier en tapant sur la tablette. Claire a signé, a fermé la porte et a regardé l'enveloppe. Elle semblait lourde. Elle s'est assise à l'îlot de la cuisine et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un seul dossier. La page de garde indiquait « Accord de réaffectation exemplaire d'exécution ». Son cœur s'est serré avant même qu'elle ne tourne la page. Page, un liste des propriétés conjugales, toutes désormais enregistrées au nom de Martin Rendall, propriétaire unique. Page 2, contrat de mariage. Section 9.3, clause de déchéance. En cas d'infidélité conjugale documentée de la part de la sous-signée, tous les droits aux biens communs seront abandonnés sans contestation. Elle a cligné des yeux. Documenté. Page 3-4, image fixe. Noir et blanc granuleux horodaté. Claire en bikini. Greg torse nu au bord de la piscine riant, se touchant, s'embrassant. L'horodatage était clair. 14h14. Il y a 4 mois le jour de l'anniversaire de Martin. Claire a laissé tomber les papiers comme s'ils lui brûlèrent les mains. Elle s'est précipitée vers la dernière page. Sa signature claire, indéniable. Ce n'était pas seulement une contrefaçon, c'était la sienne. Elle avait signé ça il y a des mois. Martin lui avait tendu une pile de papiers de refinancement un soir, alors qu'elle se dépêchait de retrouver Greg. Elle les avait à peine regardés, avait dit « Peu importe chérie », et avait griffonné son nom tout en vérifiant son rouge à lèvres dans le reflet du micro-ondes. Greg est entré dans la pièce juste au moment où elle se tenait figée, regardant le dossier comme s'il avait des crocs. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. Elle n'a pas répondu, a juste tourné les pages avec des doigts tremblants. Quand elle est arrivée aux photos, elle les a brandies comme si elles étaient radioactives. Il avait des caméras. Greg s'est avancé, a regardé par-dessus son épaule. Son visage est devenu gris, puis il a vu la dernière page. La signature de Claire. « Tu as signé ça ?» Claire s'est tournée lentement. Je ne savais pas ce que c'était. La voix de Greg s'est brisée douce d'une horreur naissante. Elle planifie ça avec lui depuis des semaines, peut-être plus. Claire est tombée sur le tabouret de la cuisine, les genoux flageolants. « Il nous a piégés », a-t-elle murmuré. Il savait. Elle a pensé au dîner, à la façon dont Martin s'était levé sans élever la voix. Le manteau, le calme, la photo. Greg s'est effondré sur la chaise en face d'elle. On s'est fait avoir. La pièce était silencieuse maintenant, trop silencieuse. Même le réfrigérateur avait cessé de ronronner, comme si la maison elle-même écoutait leur chute. Claire a ouvert son ordinateur portable dans un état second. S'est connecté au compte en fiducie du condo. Erreur. Accès refusé. Elle a vérifié le fonds de retraite commun. Verrouillé. Elle a tapé ses identifiants de messagerie professionnelle. Inactif. Même son score de crédit personnel a soudainement été signalé. Chaque mur de papier qu'ils avaient construit, les liaisons, les combines financières, la fausse confiance s'effondrait autour d'eux. Et Martin n'avait pas levé la main. Il n'en avait pas eu besoin. Il les avait laissés construire. Les avait regardés empiler les cartes, souriant silencieusement alors qu'ils posaient leur propre fondation sur des sables mouvants. Maintenant, il ne restait plus que le bruit du papier glissant sur le granit. Le silence entre deux personnes qui se croyèrent les escrocs, mais qui se sont avérés être les pigeons. Claire a toujours cru en 2 choses, la perception et l'effacement. Si vous contrôliez l'histoire assez tôt, vous pouviez enterrer la vérité avant que quiconque ne remarque qu'elle manquait. Alors, elle a ouvert Instagram à minuit et a posté une photo. Une de ces photos vulnérables soigneusement choisies. Pas de maquillage, des joues striées de larmes, tenant une tasse qui disait « Espoir ». Légende,
Quand la personne en qui vous aviez le plus confiance s'en va sans prévenir. Parfois, il ne vous reste que la force. Guérison, Chorat, abandon. Nouveau chapitre. Elle l'a regardé un instant avant d'appuyer sur « Publier ». Puis, elle a envoyé un message à quelques amis communs. Des coups de coude discrets, des allusions vagues, des SMS, soigneusement formulés comme « C'est juste difficile depuis que Martin est parti. Je ne l'ai jamais vu venir, il a juste disparu. J'aimerais qu'il m'ait au moins parlé. » Greg, quant à lui, a fait son coup le lendemain matin. Il s'est assis pour un café avec un blogueur d'affaires à qui il avait l'habitude de donner des miettes pendant la saison des récompenses. Lui a dit, off the record, qu'il était la cible d'une ex-conjointe vengeresse et que son avocat avait agi sans autorité appropriée. Le blogueur a sauté sur l'occasion. Titre accrocheur, citations aseptisées et une photo de Greg, l'air pensif, sur un yacht d'il y a 3 ans. Cela aurait pu marcher si Rebecca n'était pas venue avec des preuves. À midi, Wyatt & Bell a publié une déclaration sur tous les canaux officiels. Notre client, M. Martin Randall, a agi dans les limites de tous les cadres juridiques applicables. Sa réponse n'était pas une vengeance, mais une nécessité en raison d'une violation flagrante de la confiance, impliquant à la fois une faute financière et une infidélité. Et puis, la fuite a commencé. Des captures d'écran des comptes secrets de Greg, des virements bancaires, intitulés « Frais de consultation », à une entité fictive connue. Le nom de Claire sur 2 d'entre eux, répertoriés comme « liaison stratégique ». Des reçus de chambre d'hôtel. Même suite, même schéma. Jeudi soir, d'abord, un bar à vin. Une clé de chambre plus tard. Quelqu'un a même déterré l'ancien avertissement d'éthique de Greg d'il y a 10 ans. Discrètement enterré, maintenant flottant sur Reddit. En 48 heures, le cabinet de Greg l'a mis en congé sans solde en attendant un examen interne. Une offre conjointe qu'il avait soumise pour une subvention d'énergie renouvelable a été disqualifiée. Le nom de Claire a été retiré du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif de sa sœur, en attendant la clarification de questions personnelles. Mais le pire est venu en privé. Le téléphone de Claire a vibré avec un message de sa sœur Allison. « Comment as-tu pu jeter un homme comme ça ?» Pas d'émoji, pas de chaleur, juste un jugement. Net et sans fioriture. Claire a appelé. Pas de réponse. Elle a ouvert son Facebook sur un nouveau fil de messages de 3 de ses amis. Chacune l'avait discrètement retiré d'un groupe de discussion qu'elle partageait depuis des années. Un autre message privé est apparu. « Je ne savais pas que tu étais cette Claire Randall. » Aïe. Claire se tenait seule dans sa cuisine, tenant toujours la tasse de sa publication Instagram. Elle était vide maintenant, comme tout le reste. Greg était assis dans sa voiture sur un parking de Target, regardant le nombre de notifications augmenter. 34 appels manqués de journalistes, 6 courriels du service juridique, un message de son assistante. Ils ont trouvé les dossiers de septembre. L'audit a lieu. Il a jeté son téléphone sur le siège passager et a serré le volant, la sueur coulant sur ses tempes. Le monde regardait maintenant, mais pas comme avant. Claire et Greg n'étaient plus les chouchous de la société, pas le couple charmant et intelligent qui riait lors des dégustations de vin ou organisait le brunch du Nouvel An. Maintenant, ils étaient des exemples à ne pas suivre. Chaque murmure qui gonflait autrefois leur ego était maintenant un coup de poignard silencieux dans le dos. Le renversement était complet et quelque part, Martin était silencieux, invisible, intouchable, ce qui rendait les choses pires parce que rien n'est plus bruyant que l'absence de l'homme dont il s'était autrefois moqué et qu'il ne cessait maintenant de poursuivre. Claire était assise seule dans le salon sombre, baignée par la lueur vacillante d'un ordinateur portable ouvert et la lumière bleue terne du début de soirée. Elle n'avait pas quitté la maison de la journée. Le silence n'était pas réconfortant. Il était étouffant. Pas de Greg, pas d'amis, pas d'appels qui n'étaient pas hostiles ou creux. Juste elle et l'immobilité écrasante d'une maison qui ne lui appartenait plus. Son téléphone a vibré une fois. Martin Randall a envoyé une vidéo. Elle l'a presque laissé tomber. Pas un email, pas un message vocal, une vidéo. Après 84 messages envoyés dans le vide, la voilà. Sa main a tremblé en tapant sur la notification. L'écran s'est allumé avec un plan large et stable d'une plage, pas le genre avec des touristes et des parasols, une étendue de côtes brutes et venteuses, des vagues grises, un ciel en colère. Le genre d'endroit que Martin a toujours aimé, le genre que Claire avait qualifié de déprimant. La caméra a légèrement vacillé. Elle était tenue à la main autofilmée intime d'une manière qui lui a retourné l'estomac. Puis, elle l'a vu. Martin marchant le long du rivage, la veste zippée jusqu'au cou, les cheveux ébouriffés par le vent. Il ne souriait pas, mais il n'était pas en colère non plus. Il était calme, stable, incassable.
Sa voix a traversé le vent comme un couteau enveloppé de velours. « Vous avez ri devant moi », a-t-il dit, juste devant lui, comme si je n'étais rien, comme si je ne m'en apercevrais pas. Il a fait une pause, regardant les vagues. Il pensait que j'étais faible. Il pensait qu'un homme comme moi, calme, patient, stable, avait trop peur de partir. Une autre pause. « Et vous ? Vous avez supposé que je resterais, que j'encaisserais, que je nettoierais le désordre et que je vous remercierais pour la chance. » Il a regardé droit dans l'objectif maintenant. Ses yeux n'étaient pas froids, ils étaient clairs. Vous aviez tort. Il a continué à marcher, ne s'est pas arrêté, n'a pas bronché. Il s'avère, a-t-il dit la voix plus basse maintenant, comme s'il parlait de quelque part à l'intérieur de sa tête, que la porte fonctionne dans les deux sens. L'écran est devenu noir. Pas d'adieu, pas de fioriture, juste le bruit des vagues. Claire est restée figée, regardant son reflet sur l'écran vide. C'était la première fois, depuis des mois, qu'elle se voyait vraiment. Pas la version soignée, pas celle prête pour Instagram, mais la femme qu'il a vue la nuit où il s'est levé, a pris son manteau et est sortie. Et pour la première fois, elle a compris qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Martin n'avait pas crié, n'avait pas supplié, n'avait pas essayé de la reconquérir. Il n'avait pas besoin qu'elle souffre. Il avait besoin qu'elle sache. Il avait traversé la tempête et en était sorti plus propre. Et elle était toujours debout dans les cendres, espérant que la maison se reconstruirait d'elle-même. 3 semaines plus tard, Greg a ouvert sa boîte aux lettres et a trouvé une enveloppe plus épaisse que le courrier haineux et les derniers avis habituels. Elle provenait de son propre cabinet. À l'intérieur, un avis de licenciement interne. Gregory Shelton, en raison d'un conflit d'intérêts avéré de violation éthique continue et du défaut de divulgation d'imbrication financière matérielle GS & Partners, met fin par la présente à tous les liens commerciaux, juridiques et fiduciaires avec effet immédiat. En dessous, une ligne brûlait plus que tout le reste. Ce licenciement est classé comme une violation irréparable de la confiance professionnelle. Pas d'indemnité, pas de référence, pas de retour. Greg s'est affalé sur les escaliers devant la maison de ville. Claire était maintenant une squatteuse, techniquement toujours à son nom, mais en train de se vider de son sang. Claire elle-même a reçu sa propre petite lettre d'amour ce même jour. Une lettre dactylographiée, pliée avec précision du Conseil de la copropriété. Dernier avis, 3 mois de cotisations impayées et 2 évaluations non payées. Les services d'eau en attente de coupure. L'unité sera renvoyée pour examen de saisie d'ici la fin du mois. Elle n'a pas pleuré non pas parce qu'elle était forte, mais parce que même ses larmes étaient en faillite. Les comptoirs en granit qu'elle avait autrefois choisis pour impressionner les clients contenaient maintenant 2 menaces d'expulsion, une tasse tiède de café instantanée et un chargeur de téléphone cassé. La maison sentait les factures impayées et les choses non dites. Greg était assis en face d'elle ce soir-là, le cou non rasé, la chemise tachée de café. Il a tapoté la télécommande et a zappé les nouvelles. C'était là sur la chaîne 8, entre un reportage sur le drame du conseil municipal et une collecte de fonds pour une dégustation de vin. Des images du gala annuel du port. Tapis rouge ampoule clignotante, hommes en smoking, femmes en robe, valant plus que la voiture de Claire et Martin, portant un costume 3 pièces anthracite sur mesure debout, la main légèrement posée sur le bas du dos de Rebecca Wyatt. Elle portait une robe en satin bleu marine avec une fente qui s'arrêtait juste au-dessus du dangereux. Ils n'ont pas posé pour les caméras. Les caméras les suivaient. Le souffle de Claire s'est coupé dans sa gorge. Martin ne se cachait pas. Il ne léchait pas ses blessures, ni ne se faisait discret. Il rayonnait. Un journaliste lui a posé une question. Le son n'est pas passé, mais sa réponse a fait sourire Rebecca. Puis ils se sont retournés et ont disparu à l'intérieur du bâtiment, comme des rois retournant à la cour. Le présentateur des nouvelles a plaisanté avec un sourire narquois. La rumeur veut que Wyatt & Bell se développe à l'échelle nationale. Monsieur Randall semble investir dans plus que l'immobilier ces jours-ci. Le segment est passé à la météo. Claire était restée immobile, les yeux vitreux, la bouche sèche. Greg s'est agité à côté d'elle. « Et maintenant ?» a-t-il demandé. Sa voix n'avait rien de l'arrogance qu'elle portait autrefois. Juste le râle sourd d'un homme essayant de se réveiller d'un rêve qui s'est transformé en une lente noyade publique. Claire n'a pas répondu tout de suite. Elle a continué à regarder l'écran vide longtemps après que le visage de Martin en ait disparu. Puis finalement, doucement, brisé final, il ne reviendra jamais. Pas à elle, pas à ça. Pas au tas de cendres qu'ils appelaient autrefois une vie. Martin n'avait pas besoin de vengeance. Il n'a jamais élevé la voix, jamais levé le poing, jamais joué la victime. Il est juste parti. Et ce faisant, il a rasé toute la maison avec le silence et l'acier. Il avait déjà gagné.